Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Homo Ludens. Après les travaux de nombreux scientifiques comme Jean Piaget, Donald Winnicott ou Gilles Brugère pour ne citer qu'eux, il est admis que le jeu joue un rôle important dans le développement de l'enfant. Or, les neurosciences ouvrent de nouvelles pistes d'études. Une meilleure connaissance du développement cognitif permet alors de mieux choisir le jeu qui sollicitera préférentiellement une ou plusieurs dimensions cognitives précises. Pour se lancer, le livre « Le développement cognitif par le jeu » aux éditions Tom Pouce nous donne des repères et des outils. C'est donc avec plaisir que j'ai avec moi les deux auteurs de ce livre, Sylvie Jacques et Rémi Samier, pour creuser ce sujet. Bonjour Sylvie. Bonjour. Bonjour Rémi. Bonjour. Alors, pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques phrases ? Alors, nous sommes tous les deux orthophonistes avec une pratique ciblée sur les patients qui présentent des troubles cognitifs qui vont affecter le développement et les apprentissages. Donc, par exemple, la mémoire, l'attention, le langage, mais encore plein d'autres domaines. Ok, du coup, vous êtes aussi auteur, vous avez coécrit le livre « Le développement cognitif par le jeu ». Qu'est-ce qui, dans votre parcours, vous a amené à vous intéresser donc d'un côté aux neurosciences et de l'autre côté au jeu ? Alors déjà pour les neurosciences c'est très vaste, ça touche beaucoup de domaines. Nous, on va dire que notre pratique, elle est principalement sur la psychologie cognitive et la neuropsychologie de l'enfant. Alors c'était un domaine qui nous intéressait beaucoup déjà, et puis on a eu l'opportunité en 2015-2016 de faire un DU sur Lyon qui s'appelle Neuropsychopathologie des apprentissages scolaires. Donc on a encore plus plongé dedans. Et puis on avait l'habitude de faire des interventions auprès d'enseignants et de parents sur les troubles 10. Et puis on nous a demandé une conférence sur l'intérêt du jeu auprès de parents d'enfants dyslexiques en 2017 à Nantes. Donc ça a été encore une nouvelle occasion d'essayer de comprendre plus de points théoriques sur ce sujet. Et puis, un peu plus tard, en 2019, on a participé au congrès de l'association TDAH Partout Pareil à Rennes, où on a fait des ateliers justement sur le jeu, 3 ateliers, un auprès d'enseignants, un auprès de parents et un auprès de professionnels de soins. Et puis après, on va le dire, hein, les orthophonistes, elles passent leur temps à jouer, donc le jeu, ça fait partie de notre pratique depuis toujours. Et on a encore plus compris l'intérêt de tout ce qu'on pouvait déjà faire au quotidien avec toutes ces recherches pour monter les formations. Donc oui, effectivement, le jeu, ça fait partie de votre pratique. Et vous, personnellement, est-ce que vous êtes toujours des joueurs, ou est-ce que ça reste quelque chose que vous utilisez seulement dans votre pratique ? Alors moi, j'ai 2 grands-fils qui jouent beaucoup, donc quand ils sont là, ou même des fois avec le confinement par Internet, on fait des jeux, mais je suis pas aussi accro qu'eux quand même. Alors Toi, moi, Rémi ? je suis pas un grand joueur. Par contre, j'ai vraiment baigné dans cet univers. Mon papa était passionné de jeux et stratégie, avait la revue, avait tous les numéros, avait créé des jeux. Donc c'est un univers dans lequel j'ai baigné enfant. Le choix de l'orthophonie, bon, il s'est pas fait par hasard. Et puis j'aimais aussi le côté ludique dans la pratique, et aussi dans le fait de créer des jeux, parce que c'est moi une grande partie de mon temps, je vais créer mes outils avec les patients. Donc c'est ça que je trouve particulièrement intéressant. Mais c'est vrai qu'en dehors de la journée de travail, je vais pas avoir une grande pratique ludique. Mais je pars du principe que apprendre des choses, faire des formations, faire des livres, c'est un peu ma forme de jeu. Ça marche, merci. Alors, avant de s'intéresser aux effets du jeu, du coup, sur le développement cognitif, est-ce que vous pouvez nous partager quelques notions importantes qu'on doit connaître pour pouvoir vous suivre dans la suite de cet entretien ? Alors sur le développement cognitif,
L'idée importante, c'est que ça va suivre le développement cérébral et le développement des neurones. Par exemple, on est avec un grand nombre de neurones à la naissance et ces neurones, elles vont établir des liens. On appelle ça la synaptogénèse. Des chemins vont se créer entre les neurones pour traiter les informations. Et ce que les chercheurs ont montré, c'est que le développement des fonctions sensorimotrices, langagières et des fonctions plus de haut niveau, comme les fonctions exécutives qui vont nous permettre de planifier, de raisonner, de nous organiser, ça va suivre des mouvements un peu comme des vagues, c'est-à-dire que les liens vont s'établir, on va créer des liens jusqu'à un sommet, et puis à un moment donné, tous les liens qui ne servent plus, qui sont inutiles, vont être supprimés, ce qui va permettre d'optimiser les connexions entre les neurones et optimiser le traitement de l'information. Donc le développement cognitif, c'est plutôt quelque chose qui se produit par vague et non par stade, comme pouvait le penser par exemple Piaget à son époque. Mhm. Et donc ça, ce développement cognitif, il dure jusqu'à quel âge? Au bout d'un moment, c'est fini ou ça dure toute la vie? Alors, le développement, donc souvent on prend une image, le cortex va se développer de l'arrière vers l'avant, ce qui fait que les zones sensorielles et motrices sont plutôt dans la partie postérieure du cerveau, et puis les fonctions de haut niveau sont plutôt à l'avant. Ce développement, il va durer notamment pour les fonctions supérieures jusqu'à l'âge de 25 ans. Ensuite, on a un plateau où ça se passe bien. Et puis, avec l'âge, ce qu'on a acquis en dernier, c'est ce qu'on va commencer à perdre en premier. C'est-à-dire les fonctions exécutives qui ont mis du temps à se développer, bah, c'est elles qui vont commencer en fait à diminuer quand on prend de l'âge. Et donc, on a cette forme de trapèze où ça met du temps à se développer, ça se maintient. Et par contre, les fonctions exécutives sont les premières à s'altérer avec l'âge. Mhm. Alors, tu nous parles de fonctions exécutives, il y a aussi la notion de dimension cognitive dans le livre. Qu'est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, quelles sont les différences, comment elles s'imbriquent les unes avec les autres? Alors, les fonctions cognitives, c'est le terme général pour désigner toutes les compétences qu'on va solliciter pour traiter l'information. Et puis nous, notre sujet, c'est comment on apprend. Alors, on va avoir besoin de sensorialité et de motricité. On va avoir besoin d'émotions, donc on a les fonctions émotionnelles. On a les fonctions en lien avec le langage et la communication, ce qui va nous permettre de parler, d'interagir avec autrui, de comprendre les mimiques, etc. On va utiliser aussi toutes les compétences mnésiques. Alors, on a différentes formes de mémoire. On a les fonctions exécutives. Donc, nous, c'était vraiment notre sujet d'intérêt. C'est des fonctions qui sont très importantes puisqu'elles vont permettre de travailler sur toutes les tâches non automatisées. Donc, dès lors qu'on sort de ces automatismes, on a besoin des fonctions exécutives. Et pour les résumer, on va retrouver la capacité à gérer son attention de façon intentionnelle, la capacité à inhiber des choses qui sont automatiques ou pas pertinentes, la capacité à manipuler plusieurs informations en même temps dans sa conscience, et la capacité à planifier, à s'organiser et à raisonner. Tout ça, ça fait partie des fonctions exécutives. Ensuite, on va avoir des fonctions, je dirais annexes aux fonctions exécutives comme la créativité, l'imagination. Et puis, on a une dernière couche de fonctions cognitives, on va les appeler méta, notamment la métacognition, qui est la capacité à analyser ses propres processus de pensée et ses propres connaissances. Donc ça, c'est très en lien avec les fonctions exécutives et c'est aussi un sujet qui nous intéresse beaucoup. Et puis, on a aussi le métalangage, qui est la capacité à analyser et à comprendre l'utilisation du langage, des mots, etc. Mhm. Ok, donc en fait, les fonctions exécutives, c'est une des fonctions cognitives, une C'est ça. dimension cognitive. C'est Ok. ça. Et donc, dans les deux grilles qui sont proposées dans le livre, donc l'idée, c'est de pouvoir analyser un jeu par rapport aux différentes fonctions cognitives. Est-ce que le jeu va solliciter plus le langage, plus les émotions, plus la mémoire, plus
la capacité à s'organiser, à réfléchir avec les fonctions exécutives. Et notre souhait, c'était d'être dans une approche dimensionnelle et non catégorielle. C'est-à-dire que dans les classifications qu'on pouvait trouver, on va ranger un jeu dans une catégorie, mais on voit pas qu'il peut aussi solliciter les autres à côté. Donc l'approche dimensionnelle, elle nous semblait plus intéressante. Et déjà savoir toutes les fonctions cognitives sollicitées par un jeu, ça nous semblait pertinent. Et après, on a voulu faire un zoom sur les fonctions exécutives parce que c'est notre centre d'intérêt avec Sylvie. Et donc, on a repris les grandes fonctions exécutives que j'ai déjà citées et on essaye de voir aussi comment un jeu va les solliciter. Alors, dans la vraie vie, c'est très difficile de trouver une tâche qui va solliciter une seule fonction exécutive. Et c'est pour ça que l'aspect dimensionnel nous semblait plus intéressant, parce qu'on va avoir des jeux qui vont solliciter quasiment toutes les fonctions exécutives, mais certains vont plus solliciter la mémoire de travail, d'autres vont plus solliciter la planification, d'autres vont plus solliciter la capacité à inhiber des distracteurs. Et donc cette représentation sous forme de toile d'araignée, elle permettait d'analyser l'ensemble et puis de voir à quel moment c'est plus sollicité par un jeu ou par un autre. Et puis comme l'a dit Rémi, comme les fonctions exécutives, ça permet de réfléchir et de s'organiser et de gérer tout ce qui est pas automatique, quand on apprend, on n'est pas encore dans l'automatisme quand on découvre un apprentissage. Donc ces fonctions exécutives, elles sont vraiment très importantes, dans les apprentissages. Après, une fois que c'est en place, qu'on a automatisé l'apprentissage, elles sont beaucoup moins sollicitées, mais elles jouent vraiment un grand rôle. Et comme nous, on est confrontés à des difficultés d'apprentissage auprès de nos patients, et c'est pour ça que c'est notre centre d'intérêt premier. Oui, d'accord. Donc en fait, ce travail que vous avez fait sur les fonctions exécutives, on aurait pu aussi le faire sur les autres fonctions cognitives, sur la sensorimotricité ou sur les émotions. On aurait pu essayer aussi de détailler chacune de ces dimensions-là, sauf que vous avez choisi de vous focaliser sur les fonctions exécutives. Ouais, en fait, on s'en est pas rendu compte. C'était aussi un retour qu'on a eu par Sébastien Henrard, qui est un grand neuropsychologue spécialiste du TDAH, qui nous a dit, mais ce livre, moi j'aurais aimé qu'il aborde aussi les jeux pour travailler la sensorimotricité, les jeux pour travailler la mémoire. Et donc c'est vrai qu'on a fait un schéma sur les dimensions cognitives générales. On a approfondi sur les fonctions exé parce que c'est notre sujet. Et à aucun moment, on a pensé à se dire, mais oui, il faudrait peut-être aussi approfondir les autres sujets. Donc, ça fera peut-être l'objet d'une prochaine publication. Une V2. Super. Ok, du coup, comme ça, on comprend bien l'imbrication entre fonctions cognitives et après l'aspect plus détaillé sur fonctions exécutives. Donc, il y a deux grilles. Donc, il y a deux grilles d'analyse d'un jeu. Donc, une par rapport à ces dimensions cognitives et fonctions exécutives. À quoi ça sert en fait d'avoir ces deux grilles-là? Est-ce que quand on analyse un jeu et par rapport aux troubles d'un enfant, est-ce que qu'un enfant vient vous voir, est-ce que c'est important de vérifier que le jeu qu'on va lui proposer sollicite plus l'une des dimensions et après on va travailler du coup cette dimension cognitive-là? Est-ce que c'est l'objet de cette première grille sur la dimension cognitive? Et après, si par contre on se rend compte que c'est plutôt un trouble lié aux fonctions exécutives, on va du coup utiliser la deuxième grille pour voir quelles fonctions exécutives on va pouvoir travailler grâce à cette grille-là. Je ne sais pas si c'est très clair. Dans notre pratique, de toute façon, on est toujours en train de se demander le jeu ou l'activité qu'on propose à nos patients, ce que ça fait travailler. Parce que ça, c'est primordial de lui donner ce dont il a besoin. Moi, je suis maître de stage depuis très longtemps et c'est vraiment mon leitmotiv auprès des étudiants de toujours être en train de se demander qu'est-ce que ça fait travailler, est-ce que c'est vraiment de ça dont il a besoin et est-ce que mon activité correspond vraiment à ses besoins. Donc ça peut être un outil supplémentaire. Oui. Après, les deux grilles, l'objectif, c'est vraiment de les travailler simultanément.
C'est pas je regarde d'abord les fonctions cognitives et ensuite, s'il a un problème sur les fonctions exé, je vais analyser la toile des fonctions exécutives. Pourquoi elles sont complémentaires et en même temps? Premièrement, quand on travaille sur les fonctions exécutives, on les travaille pas hors sol. C'est pas l'attention, la mémoire de travail, c'est pas désincarné de l'activité qu'on est en train de faire. Donc on peut faire des fonctions exécutives et de la sensorimotricité. On peut faire des fonctions exécutives et du langage. On peut faire des fonctions exécutives et un jeu de mémoire. Donc ces fonctions exécutives, elles sont transversales. Donc pouvoir les rattacher aux autres fonctions cognitives, c'est hyper passionnant. Par exemple, un enfant qui va avoir un trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité, qui correspond à une atteinte des fonctions exécutives, ces fonctions exécutives, elles pourront être travaillées par le psychomotricien avec l'angle sensorimoteur, elles pourront être travaillées par le neuropsychologue, elles pourront être travaillées par l'orthophoniste, et on se rend bien compte que on va utiliser les autres dimensions cognitives en parallèle des fonctions exécutives pour travailler ces différents aspects. Donc c'est vraiment complémentaire. Ces fonctions exécutives, elles sont pas désincarnées des autres fonctions cognitives. Donc les deux, les deux grilles sont complémentaires. Oui, ok, c'est compris. Et du coup, le jeu là-dedans, donc il y a comment est-ce que vous l'intégrez dans votre séance de travail et par rapport à ces grilles-là? Donc vous avez un enfant qui présente un trouble. La grille, elle peut servir à la fois pour analyser le trouble et à la fois pour analyser le jeu, enfin pour du coup matcher le jeu qui pourrait faire Alors travailler ou remédier au trouble de l'enfant. la grille, elle sert pas à analyser le trouble. Là, ça va être notre bilan orthophonique qui va nous permettre de voir quels sont les troubles présents, de repérer quel est le profil cognitif de notre patient, et puis on va aussi déterminer nos objectifs de rééducation. Et en fonction de ça, on va choisir un jeu ou une activité ludique. Et c'est là que les grilles peuvent être une aide dans ce choix-là, en fonction de ce qu'on veut faire. Voilà. Et par exemple, je ne sais pas si tu connais le jeu Panic Lab, mais c'est un jeu qui sollicite beaucoup la mémoire de travail, l'inhibition et puis ce qu'on appelle la flexibilité, c'est-à-dire pouvoir changer, puisque à chaque fois que l'amibe passe dans un laboratoire de mutation, dans une salle de mutation, il va falloir changer l'amibe que l'on est en train de rechercher. Et ça, c'est intéressant pour nous parce que ça peut se mettre après en parallèle avec ce qui est nécessaire de faire quand on va résoudre un problème mathématique. Parce que nous, notre objectif, c'est pas juste de travailler les fonctions exécutives ou le langage, c'est de pouvoir faire que le travail qu'on a en séance va être transféré dans la vie quotidienne de l'enfant. Et donc, si on arrive à faire ces parallèles entre une activité entre guillemets scolaire et le jeu que l'on est en train d'utiliser. Et bien sûr, parce qu'on va avoir tout un dialogue métacognitif avec l'enfant pour cette prise de conscience. C'est ça notre objectif, c'est d'arriver à ce que ce qu'il arrive à faire avec nous se transfère sur d'autres domaines de sa vie quotidienne. Parce que s'il arrive à bien planifier sa façon de chercher son amibe dans le jeu, eh ben, l'idée c'est qu'il puisse arriver à planifier d'autres tâches et d'autres activités dans sa vie de tous les jours. Est-ce que tu peux nous parler peut-être un peu plus de ce transfert? À quel moment est-ce que ça intervient et comment est-ce que vous l'amenez? Alors, ce qui est important, c'est déjà qu'il puisse maîtriser le jeu. Et il y a des jeux qui ne se maîtrisent pas forcément en une fois, en une partie. Donc déjà, on va prendre le temps de vraiment mettre en place le jeu avec lui. Suivant les enfants, on va des fois simplifier les règles du jeu pour introduire des choses petit à petit pour pas que ça soit trop complexe du premier coup et qu'ils puissent mettre en place des stratégies sur les différentes tâches qui sont dans le jeu, parce qu'un jeu, c'est jamais une chose à faire, c'est toujours
plusieurs choses à faire. Et puis quand on peut voir qu'il devient performant, là, c'est ce qu'on appelle le flagrant délit de réussite. C'est Pierre-Paul Gagné, qui est un spécialiste québécois de la métacognition, qui dit ça. Donc l'idée, c'est de prendre l'enfant dans ce flagrant délit de réussite et de pouvoir avec lui montrer et discuter, hein, c'est pas un cours magistral, c'est vraiment un dialogue entre nous pour qu'il puisse comprendre que toutes les stratégies qu'il a réussi à mettre en place pour le jeu, et ben finalement ça va servir pour faire autre chose. Donc sur l'exemple du Panic Lab, par exemple, quand on jette les dés pour savoir de quel laboratoire il faut partir, comment est l'amibe que l'on doit rechercher, on peut faire un parallèle avec le moment où on analyse l'énoncé mathématique. Quand ensuite on va être à passer dans les salles de mutation, et puis il y a aussi des grilles d'aération qui permettent d'aller plus vite d'un point à un autre. Tout ça, ça va correspondre à la partie où on en est à chercher quelle est l'opération qu'il faut utiliser, quels sont les nombres qu'on va utiliser et à faire les calculs. Et puis quand dans le jeu on va pointer la bonne amibe parce que ça y est on l'a trouvée, ben, ça correspond au moment où à l'école on demande d'écrire la petite phrase pour donner le résultat de ce problème. Donc on essaye de vraiment faire un parallèle entre les actions mentales qui sont sollicitées dans le jeu et les actions mentales qui sont nécessaires dans la résolution de problèmes. Voilà. Mais ça peut se faire avec plein d'autres jeux et d'essayer de faire tout ce parallèle. Et c'est notre gros travail du moment parce que on aimerait bien pouvoir utiliser le jeu plus à fond avec toujours ce souci de transfert dans la vie quotidienne. Là, dans l'exemple que tu as donné, donc vous avez analysé Panic Lab grâce notamment à vos grilles. Comment est-ce que vous procédez pour analyser des nouveaux jeux, pour voir quelle dimension cognitive et fonction exécutive ils sollicitent pour pouvoir après le choisir en fonction des patients qui viennent vous voir? Alors, c'est des analyses intuitives. On ne fait pas d'IRM cérébral pour voir tel réseau de neurones qui s'active dans le cerveau. On n'a pas ces outils-là en orthophonie. Donc, on va faire appel à notre introspection, à notre intuition pour se dire, bah oui, ce jeu-là, il faut que je fasse quand même plusieurs choses en même temps dans ma tête. Je sens que j'ai un phénomène de saturation. Bon, ça, c'est typiquement les signes de la mémoire de travail. Ou quand l'information est sous nos yeux et qu'on n'arrive pas à la voir, comme un double, ça, c'est de la focalisation attentionnelle. Quand j'ai une stratégie qui fonctionne pas et je dois trouver une autre stratégie, ça, c'est de la flexibilité. C'est-à-dire que en pratiquant, nous, on sait les signes comportementaux qui nous permettent de suspecter que telle ou telle fonction exécutive est sollicitée. Donc, en jouant très rapidement, et en plus maintenant on a de l'expertise, on sait par exemple la salade des cafards, c'est très bien pour travailler l'inhibition et l'impulsivité. Panic Lab, c'est très bien pour travailler la mémoire de travail. Double, c'est génial pour travailler la focalisation attentionnelle. Donc on a ce type de connaissances et on l'avait intuitivement pendant des années. Sauf qu'on n'avait aucun outil, aucun livre pour rattacher nos intuitions à un cadre théorique précis. Et c'était ça aussi l'objectif du livre, c'est ce savoir qu'ont les orthophonistes, les neuropsychologues, les ergothérapeutes, les psychomotriciens qui utilisent le jeu dans leur pratique, même les orthopédagogues. D'ailleurs, c'est Annick Pelletier qui est une des grandes orthopédagogues qui a vraiment travaillé sur la question du jeu et des fonctions exécutives. Alors, on a ces intuitions-là, on a ces connaissances-là. Nous, notre objectif, c'était de les formaliser, de les rendre explicites, à la fois, je dirais, comme outil de formation, comme outil de développement professionnel, et puis de se dire maintenant que je comprends mieux pourquoi c'est ce jeu qu'il faut que je travaille, ben, je peux aussi l'expliquer à l'enfant. Je peux dire, mais c'est ce jeu-là là qui va être utile. Je peux l'expliquer aux parents parce que les parents ils comprennent pas.
Je l'emmène chez l'orthophoniste et il joue alors qu'il a un trouble et qu'il a des mauvaises notes à l'école, ça va pas. Donc là, on va expliquer, mais non, c'est ce jeu-là qui va lui permettre de progresser pour cette tâche précise. Et d'ailleurs, on peut expliquer la stratégie métacognitive qu'il faudra qu'il utilise ensuite pour transférer aux apprentissages. Et on explique, un enfant qui a des troubles, forcément, ça se passe pas forcément bien les apprentissages. Donc, si on lui repropose la même chose qu'il met en difficulté, en échec, il va se démotiver, il aura plus envie de venir chez l'orthophoniste. Et s'il a plus envie de venir, moi, mon travail, il sert à rien. Par contre, si on veut qu'il soit motivé, qu'il vienne avec plaisir et qu'il ait envie de mettre toute son énergie sur le travail qu'on va faire, le cadre ludique, c'est le meilleur. C'est-à-dire, nous, on n'a pas de traitement pharmacologique. Par contre, on a le jeu. Et le jeu, c'est vraiment un outil puissant. On le savait intuitivement, mais on n'avait pas suffisamment d'outils, à part les publis de recherche, mais on voulait quand même quelque chose d'assez grand public pour dire, mais non, c'est ça qui est utile, c'est ça qui va développer la motivation, c'est ça que l'enfant va faire, qui va venir avec plaisir chez son thérapeute, et c'est par ces outils-là qu'on va développer les stratégies qui vont lui permettre de comprendre ce dont il a besoin dans les situations d'apprentissage. Il y a quelques exemples dans le livre de jeux qui sont analysés et que vous utilisez dans vos séances. Est-ce que vous utilisez, est-ce que vous avez vos chouchous, entre guillemets? Est-ce que vous utilisez toujours les mêmes jeux ou est-ce que vous êtes toujours à la recherche de nouveaux jeux? Comment ça se passe? Alors, l'objectif, c'est justement de ne pas rester enquisté avec les mêmes jeux parce que ce qui est montré par les chercheurs, c'est que c'est la variété, la diversité qui va apporter plein de choses. Donc, vraiment, l'idée, c'est pas de toujours utiliser les mêmes. Et c'est parce que chaque jeu travaille des fonctions différentes et d'une manière différente. Donc, voilà. Après, c'est sûr que on aime beaucoup Panic Lab, on aime beaucoup Bazar Bizarre, la salade de cafard, tout ce qui est double. Et puis quand on a des notions, on va dire plus scolaires, c'est vrai qu'on s'appuie souvent sur le principe du Mistigri, le principe du Memory, le principe du Jekia pour créer des jeux nous-mêmes. Donc on est des fabricants de mini-jeux perso, mais vraiment orientés sur le besoin de chaque patient. Donc, comme chaque patient est différent, et on est toujours en train de recréer ou d'adapter parce que un jeu qui marche bien pour un enfant est un peu trop compliqué pour un autre. Donc, on va modifier les cartes, modifier la règle du jeu en fonction des besoins. Et puis, il y a aussi donc tous les jeux qu'on fabrique. Et les grands classiques, ça reste des grands classiques. Moi, j'ai des adaptations du jeu de loi, même pour des grands, mais ça marche. Je leur dis pas que c'est un principe jeu de loi, mais c'est un parcours. Il y a des pièges, il y a des cases bonus. Pour pouvoir lancer le dé, on va utiliser des questions différentes qui vont solliciter tel ou tel apprentissage ou telle stratégie cognitive. Ça marche. Il y a toujours le plaisir d'entraîner une tâche. Mais ce que j'aime bien avec le jeu de loi, c'est que on peut être très performant et c'est pas pour ça qu'on va gagner parce qu'il y a une part de hasard, il y a une part de... Donc ce qui fait que ça remet, je dirais, à la fois le thérapeute et le patient sur un pied d'égalité. C'est ça que j'aime bien avec certains jeux, c'est que la dimension hasard fait qu'on est sur un pied d'égalité. Oui, et puis même avec un jeu de cartes, en fonction de la répartition c'est ça, oui. Ça, c'est pas seulement parce qu'on est fort qu'on gagne. Et bon, après, il y a des enfants qui ont plus de mal à le comprendre que d'autres. Les plus petits, ils sont souvent dans la période où il faut absolument qu'ils gagnent parce que sinon c'est la fin du monde. Même s'ils sont très gentiment à dire l'important c'est de participer, mais on sent bien le trémolo dans la voix parce que quand même ils auraient bien voulu gagner, mais voilà. Justement, c'est intéressant. Quelle est votre posture à vous pendant le jeu? Est-ce que là, vous allez parler les enfants, ils n'ont pas l'air de gagner à chaque fois quand Non. ils viennent vous voir. Quel est votre comportement en tant que joueur, orthophoniste? Comment ça se passe? De toute façon, l'idée, c'est
que le jeu reste désirable. Si ça doit devenir trop long, trop facile ou trop difficile, de toute façon, on va perdre leur motivation. Et donc ça, c'est aussi notre œil clinique qui va nous permettre d'observer s'il est temps de s'y prendre autrement. Voilà. Et puis, comme je disais tout à l'heure, vraiment l'idée, c'est aussi d'adapter les règles du jeu parce que rien n'est figé et quand on sent que ça devient trop compliqué, ben, c'est à nous de faire ce qu'il faut. Donc, c'est vrai que même avec des jeux qui ont des règles bien définies, on va souvent faire des détournements et utiliser des fois peut-être les cartes ou le parcours du jeu pour d'autres utilisations que celles initialement prévues. Après, moi, dans ma pratique, le but, c'est quand même qu'il soit motivé. Pour être motivé, c'est la capacité à réussir le jeu. Donc moi, mon objectif, c'est quand même qu'il développe des stratégies qui vont lui permettre de gagner. Donc je vais tout faire. Alors c'est vrai que des fois, les parents, ils me font un retour sur la séance. Ils me disent, mais là, vous parlez tout le temps. Vous êtes tout le temps en train de dire ce qui se passe dans votre tête. Moi, j'ai intériorisé ça, hein, je m'en rends plus compte, mais je suis tout le temps en train de faire ce qu'on appelle du modelage, d'expliquer mes stratégies, parce que j'ai envie que mon patient progresse. Moi, je suis toujours content quand il arrive à me battre, parce que mon objectif, il est atteint. Donc, je vais vraiment l'entraîner, le coacher pour qu'il devienne meilleur que moi. Et quand il arrive à me battre, je dis, bah voilà, moi, mon travail, il est réussi. Enfin, je suis heureux. Je valorise vraiment cet aspect-là. Et puis, en plus, comme disait Sylvie, on a le flagrant délit de réussite. Ensuite, on peut lui faire prendre conscience des stratégies métacognitives. Parce qu'on peut pas faire les deux en même temps. On peut pas devenir performant à un jeu et faire de la métacognition. Il faut avoir un certain nombre d'automatismes pour ensuite réfléchir à ces automatismes, aux bonnes stratégies pour ensuite les transférer. Donc c'est pour ça que c'est un peu en deux étapes. On devient performant à un jeu, on comprend ce qui se passe dans nos têtes, on comprend que c'est les mêmes techniques ou les mêmes stratégies dans une situation scolaire. Donc oui, c'est ça. Moi, mon objectif, c'est qu'il puisse me battre. Et quand il y arrive, bah après, moi, je vais réaugmenter aussi mon niveau de jeu. Et là, en fait, on est toujours dans une difficulté désirable. C'est-à-dire, il progresse, moi, il faut que je m'adapte. Il reprogresse, moi, il faut que je m'adapte. Et on a toujours du plaisir à jouer. Puis notre objectif, c'est qu'ils gagnent, mais c'est leur objectif à eux aussi, hein, parce que c'est le challenge, hein, quand même. C'est ce qui les motive. Ouais. Voilà. Et alors moi, ils sont toujours très déroutés quand je leur dis, mais on t'a pas dit qu'il fallait toujours laisser gagner son orthophoniste? Alors j'ai toujours des yeux un petit peu interrogateurs et puis dans un deuxième temps, un grand sourire parce que ça y est, ils comprennent que je suis en train de les mener en bateau, mais... Mais des fois, ils baissent quand même vite les bras. Là, j'ai encore eu le tour lundi avec un patient qui a un trouble des fonctions exécutives, qu'on travaille quand même depuis quelques années. Et puis là, on a fait un mastermind. Et puis très rapidement, il fait, mais non, je sais pas faire, j'y arrive pas, je sais pas faire, j'y arrive pas. Si, t'as le potentiel, t'as les connaissances, t'as les compétences, on va y arriver, on va trouver la bonne combinaison. Donc, le problème, c'est que des fois, en fait, ils ont tellement intériorisé qu'ils n'ont pas la capacité de faire que même sur un jeu, ils vont baisser les bras. Et là, c'est triste. Ça rejoint un point aussi qu'on voulait aborder avec Sylvie, entre la différence entre les enfants qui vont avoir des troubles cognitifs et ceux qui n'ont pas de troubles cognitifs. C'est que généralement, les enfants qui ont un trouble, ils vont avoir une perte d'opportunité de situation de jeu. Parce que, comme ils n'y arrivent pas, ils vont peut-être faire un double ou un panic lab avec des copains, ils vont pas réussir, ils ne vont plus jamais revenir vers ce jeu-là. Donc le jeu qui leur permettrait de progresser, comme le trouble cognitif les pénalise, ils vont vite se rendre compte que par rapport aux copains, ils y arrivent pas, donc ils vont vite abandonner. Et donc ils vont perdre des situations qui, si elles se présentaient plus souvent, leur permettraient de se développer. Et donc tout le challenge, alors ça c'est vraiment une approche où on va vraiment se focaliser sur l'environnement de l'enfant et prendre en compte l'environnement pour permettre à l'enfant de progresser. C'est aussi la spécialité des ergothérapeutes. C'est comment on va agir pour ne pas qu'il ait cette limitation d'activité et de situation de jeu.
Donc des fois, on va aussi l'entraîner sur des jeux, parce que s'il y arrive, il pourra après avoir les opportunités de jeu avec ses camarades. Comme faire un 2-3 soleil, comme faire une chaise musicale ou un chat perché. Ben, quand vous avez un trouble de l'inhibition, ces jeux-là, vous allez vite les abandonner. Par contre, si on vous donne les stratégies qui vont permettre de réussir ces jeux-là, eh ben, vous pourrez les avoir avec vos camarades. Et donc là, l'effet renforcement, il va être important. Mhm. Donc là, dans le cadre dont tu nous parles, c'est d'abord un entraînement dans un cadre un peu sécurisé, Ouais. avec vous ou avec les parents éventuellement, pour après être plus en confiance pour pouvoir jouer dans un environnement moins sécurisé, un peu plus... On s'appuie beaucoup sur les parents parce qu'il y a toute cette notion d'accompagnement parental et puis des fois on confie des petits jeux pour qu'ils puissent faire des choses avec leur enfant et puis après, oui, on a des objectifs derrière le jeu, mais le point important, c'est de prendre du plaisir à faire tout ça et que les parents aussi prennent du plaisir à jouer avec leur enfant. Voilà, c'est bien la rééducation, mais s'amuser, c'est chouette aussi quand même. Ah, on peut jouer sur les parents, on peut jouer sur les fratries, parce qu'on peut aussi expliquer ça aux frères et aux sœurs. On peut s'appuyer aussi sur les groupes de copains, parce que des fois, on n'a pas un seul enfant dans la même classe, on peut en avoir plusieurs, donc on sait aussi comment ça interagit dans le groupe classe. On a plein de stratégies. Vraiment, le but, c'est ça, c'est de comment faire pour que le trouble ne pénalise pas les opportunités de jeu, de relations, d'activités des enfants. Et si on a ça comme paramètre et si on arrive à proposer des situations où en fait on va lui donner cette diversité d'activités, hein, ce qui est intéressant avec le jeu, c'est vraiment la diversité d'activités hein, qui va façonner et qui va challenger le développement cognitif. Donc plus on arrive à créer des environnements qui vont donner cette diversité, et plus ça sera un facteur de protection, un facteur de réussite. Par contre, plus l'environnement va être, je dirais, pauvre, pas stimulant, parce qu'il n'y a pas les opportunités, il n'y a pas l'environnement qui comprend le trouble de l'enfant, bah, l'enfant, il va un peu se recroqueviller sur lui-même et il sera pas challengé pour se développer suffisamment bien. Ok. Est-ce que vous auriez des conseils à partager, à transmettre à ceux qui nous écoutent, qu'ils soient professionnels de santé, enseignants, parents ou autres, par rapport à tout ce qu'on vient de dire? Bah, c'est de jouer et de prendre du plaisir à jouer et de penser à vraiment proposer une grande palette d'activités ludiques. Voilà, et puis de s'appuyer sur les grilles qui sont des bons outils pour savoir ce qui est sollicité, mais voilà, comme je disais, le but ultime, c'est le plaisir du jeu. On peut pas être dans le contrôle en permanence de tout ce qui est fait. Faut aussi ça parce que les enfants restent des enfants et les parents des grands enfants peuvent aimer jouer aussi. Mais c'est des fois aussi une culture familiale, bon et puis, notre profession, elle peut, d'un point de vue extérieur, paraître, quand même, pas très sérieuse, hein, parce qu'on passe nos journées à jouer, faut le dire. Ouais, mais alors c'est ça, en fait, le gros problème qui joue en défaveur du jeu, c'est qu'on considère que c'est pas sérieux. Et pourtant, c'est quand même des choses qui sont assez anciennes. Hein. On relisait la phrase de Pauline Kergomar, le jeu, c'est le travail de l'enfant, c'est son métier, c'est sa vie. Mais c'est marrant comment on a mis ça de côté pendant des années, alors que c'était vraiment à la base des écoles maternelles au début du XXe siècle. On savait que le jeu, il était fondamental pour le développement des enfants. Et puis à un moment donné, on ne sait pas pourquoi, on a considéré que pour réussir, fallait vraiment travailler, il fallait faire des choses sérieuses. Par contre, le jeu, ah non, c'est pas ça qui va permettre de progresser et de réussir et de s'épanouir dans la vie. On a vraiment ôté ça et on a mis ça dans la tête des gens, ce qui fait que pour le grand public, pour beaucoup de parents, bah le jeu, non, c'est la variable d'ajustement. Par contre, ce qui est important, c'est l'école, c'est les devoirs, c'est le travail.
Oui, et en fait, si on faisait l'inverse, si on permettait d'abord de jouer, d'apprendre en jouant, et puis ensuite on peut travailler plus sereinement parce qu'on a répondu aux besoins des enfants. Le jeu, c'est vraiment un besoin fondamental, et on a eu tendance à s'en servir comme variable d'ajustement plutôt que le mettre au centre. Et ce qui est marrant, c'est qu'on a des études aujourd'hui. Aux États-Unis, ils ont fait ça. Ils ont mis de côté le jeu pendant des années dans les programmes en maternelle, en se focalisant sur l'apprentissage des lettres, des sons, des bases mathématiques, au détriment du jeu. Et ils se sont rendus compte que c'était contre-productif. Et là, le problème, c'est qu'en France, on est en train un peu de repartir sur la même erreur. Là, par exemple, il y a une réforme des programmes en maternelle où on dit, bon, il faut garder le jeu, mais il faut faire beaucoup, beaucoup de travail pour préparer la lecture et les bases mathématiques. Et si on met de côté le jeu, ou si on réduit les opportunités de jeu des enfants, ce qui se passe, c'est qu'on va accentuer les inégalités sociales. C'est-à-dire que les gens qui sont dans un bon environnement stimulant auront l'offre de jeu qui leur permettra de développer leurs outils cognitifs, et pour eux, ça sera pas gênant. Par contre, les enfants qui n'ont pas cet environnement-là, pour diverses raisons économiques, sociales, etc., eh ben, ils n'auront pas ces opportunités de jeu. Et donc, ils n'auront pas les bases pour comprendre ces apprentissages abstraits qu'on va commencer de plus en plus tôt à l'école maternelle. Et donc, on va renforcer les inégalités. Toutes les recherches des pédiatres américains ont montré que ça renforçait les inégalités et que la seule façon de les atténuer, c'est d'augmenter les temps de jeu, la diversité des jeux, les pratiques ludiques, et vraiment mettre ça au centre. C'est de ça dont les enfants ont besoin, c'est de ça dont le cerveau des enfants ont besoin, et c'est ce qui va permettre de réduire ces inégalités. Et ça aussi, Céline Alvarez le dit, c'est plus on offre des expériences riches, diversifiées, sur le plan sensoriel, sur le plan intellectuel, sur le plan langagier, plus on donne les outils qui vont être prédicteurs de réussite. Par contre, plus on atténue ces temps-là, et en fait, on va avoir un effet pervers, c'est-à-dire que les bons vont rester bons. Par contre, les gens qui sont dans des situations fragiles, eux, ils n'auront pas le nécessaire pour pouvoir réussir. Ok, bah merci. On va arriver à la fin de l'échange. Je sens qu'il y a encore plein de sujets qu'on pourrait aborder ensemble, mais le temps file. Peut-être est-ce qu'il y a un dernier sujet dont vous souhaitez absolument parler ou nous partager qu'on n'a pas eu le temps d'aborder dans la discussion précédente? Juste dire que ben voilà, ce livre, c'est une première étape, mais qu'on continue notre travail et notre objectif, c'est de vraiment formaliser les outils pour mettre en lien le jeu et les stratégies métacognitives. Et on espère pouvoir présenter tout ça prochainement. On s'y emploie. Voilà. Ouais, c'était une première étape, mais on a déjà en tête les étapes à venir. Génial, bah on attend ça avec impatience. Bah merci beaucoup Sylvie et merci Rémi. Merci à Merci toi, Mathieu. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. N'oubliez pas de vous abonner et de parler du podcast autour de vous. À très bientôt.